je vais exposer, enfin, je vais causer sur la parole et je vais causer sur la lettre, et que donc je vais performer une parole lettrée. C'est une expression de Bourdieu, j'ai découvert récemment, une parole lettrée, et c'est pas sûr que ça soit adéquat. Enfin, donc alors, exposer, c'est faire travailler les concepts, et commencer. Exposer, c'est aussi s'exposer. Et s'exposer, c'est retravailler ces concepts éventuellement. Mais je suis plutôt entre les deux, hein, entre faire travailler les concepts qui préexistent et puis un petit peu explorer comment on peut les enrichir éventuellement. Mais c'est pas sûr. Alors effectivement, pourquoi les filles du feu et puis l'aura perdu de l'oralité, c'est un concours de circonstances. Tu as raison, Véronique. C'est un peu le hasard et la nécessité. J'avais dirigé un numéro assez récent de la revue Romantisme, consacré aux résistances de l'oralité, en codirection avec une collègue, Victoire Feuillebois. Et un des relecteurs principaux, des relecteurs internes à la revue Romantisme, était Jean-Nicolas Illouz, qui est professeur à Paris 8 et qui est surtout éditeur des œuvres complètes de Nerval pour les classiques Garnier. Et il a édité, par exemple, en 2015, dans le tome 11 des classiques Garnier, Les filles du feu. Et Jean-Nicolas Illouz est également le co-directeur, avec Henri Sépi, que certains connaissent, de la revue Nerval, toujours chez Garnier. Et au gré de ce travail de relecture, de correction, d'amélioration, etc., il s'est déclaré intéressé par nos échanges et par la présentation du numéro. Et il m'a demandé alors, avec une aimable insistance, une contribution pour la revue Nerval. Je n'étais pas trop fier parce que je ne suis pas un grand lecteur de Nerval et je suis, comme Marie l'a dit, sur d'autres chantiers. Mais Jean-Nicolas m'a accordé un an de grâce, si je puis dire. Alors, bon, voilà pourquoi je parlais de hasard et de nécessité. Alors, c'est assez affolant, hein, les filles du feu, parce que dans la dite collection de Jean-Nicolas Illouz, il y a 30 pages de bibliographie sur les filles du feu, 500 références. Ça va de Proust, j'y fais un peu allusion d'une certaine façon dans mon titre, en passant par Paul Valéry, André Breton, Albert Béguin, Paul Bénichou, Georges Poulet, Jean-Pierre Richard, Umberto Eco, Sarah Kaufmann, Yves Vadé, Yvonne Foix, Gérard Massé, etc., etc., etc. Alors, c'est quand même une aventure. Hein. Comment s'aventurer dans ces récits nervaliens sans s'y brûler les yeux, justement? Parce qu'en plus, Nerval se définit lui-même comme, je cite, un rêveur en prose. Alors, vous voyez, l'espace onirique que ça est poétique, tous les sens du terme, que ça ouvre. Et alors, j'ai décidé de me centrer sur les deux premiers récits, Angélique et Sylvie. C'est déjà pas mal, hein, ça fait peut-être plus de 150 pages, mais qui, Angélique et Sylvie, sont des narrations, disons, en zigzag. Une espèce de palimpseste mémoriel, une mise en abîme où le lecteur se perd aisément à première lecture. C'est une espèce de labyrinthe, en fait. C'est un dédale narratif. Et c'est assez compliqué, excitant, évidemment, si on veut, mais d'essayer de suivre les pérégrinations géo-oniriques du narrateur. Bon. Alors, il y a quand même un dictionnaire Nerval, comme il y a un dictionnaire Proust, un dictionnaire Flaubert, qui fait un peu, à l'économie, si je puis dire, l'état de l'art. Bon, alors en feuilletant le dictionnaire Nerval, que j'ai là sur la table, j'ai trouvé des choses passionnantes, j'ai tout appris, presque évidemment, mais peu de choses en matière d'études culturelles au sens large, enfin, si on veut, et évidemment pas d'ethnocritique. Alors, j'ai quand même regardé un peu, j'explique mon travail, justement, rapidement, mais
je me suis dit, après avoir lu notamment Paul Bénichou, Nerval et la chanson folklorique, et d'autres, que les études culturelles au sens large, leur point commun à l'ensemble de ces critiques sur le corpus étudié, c'est, je dirais, c'est pas une critique acerbe ou mesquine, hein, c'est un fait historique. L'histoire de la critique, c'est une surfocalisation sur l'héritage folklorique oral, bon, si vous voulez, la collecte des chansons de France, et l'inclusion de ce chansonnier traditionnel, dit populaire, dans l'histoire littéraire des grands auteurs. Bénichou, c'est 1970, c'était une étape. Mais c'est plus, si je peux dire, une philologie culturelle élargie qu'une poétique à proprement parler. Une critique des sources et des intentions, un peu datées, répétitives. Bref, un document pour la folkloristique et un monument patrimonial. Alors, devant cet état de l'art, comme je travaille, Véronique vient de le dire, et Marie et Sophie, sur l'oralité, bon, je ne suis pas trop enquiquiné, mais on verra que c'est pour ça que j'ai parlé d'un chantier de feu, qu'il y a plein d'autres pistes pour une ethnocritique. Donc j'ai opté pour ma part pour un point de vue très focal, pour aborder l'imaginaire de Nerval et son écriture, donc à partir d'une anthropologie de l'oralité. L'oralité, c'est un peu la commande d'ailleurs. Alors, je rappelle en fait que pour conduire ce type d'analyse, il faut se déprendre, en tout premier lieu, de la posture de l'ethnocentrisme lettré, et même plus exactement de notre scriptocentrisme spontané. Je vous renvoie aux citations, enfin aux numéros, ils ont erré un peu dans mon exemplier, 30 et 31, aux travaux de Bourdieu et de Furet-Ozouf, j'y reviendrai peut-être. Et alors, je me souvenais, j'avais quand même quelques lectures, mais j'avais gardé sous le coude le magnifique début de Sylvie, qui avait attiré mon attention quand je travaillais sur la polylogie et que je m'intéressais à la dynamique du passage de l'écrit à l'univers de l'oralité, ou de l'escapade à partir de l'écrit vers l'oralité, dans l'écrit et par l'écriture même. Alors je cite à très grande ligne, c'est l'exemple 1, l'ouverture de Sylvie pour faire comprendre comment ça s'est enclenché et où je vais. Je sortais d'un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant. La vibration de sa voix me faisait tressaillir, elle, belle comme le jour au feu de la rampe, pâle comme la nuit. En sortant, je passais par la salle de lecture et machinalement, je regardais un journal. C'était, je crois, pour y voir le cours de la bourse. Je redevenais riche. N'était-ce pas une faute d'impression railleuse? Mais les autres feuilles parlaient d'eux-mêmes. Mon regard parcourait vaguement le journal que je tenais encore et j'y lus ces deux lignes. Fête du bouquet provincial. Demain, les archers de Senlis doivent rendre le bouquet à ceux de Loisy. C'était en moi un écho lointain des fêtes naïves de la jeunesse. Le cor et le tambour résonnaient au loin dans les hameaux et dans les bois. Les jeunes filles assortissaient en chantant des bouquets ornés de rubans. Quelle heure était-il? Je n'avais pas de montre. Je descendis chez le concierge. Son coucou marquait 1h du matin. En 4 heures, me dis-je, j'ai pu arriver au bal de Loisy. Alors, sans vouloir multiplier les préambules, un dernier point peut-être encore à propos de notre auteur, Nerval, qui par ailleurs est polygraphe. Il est journaliste, il est critique, il est dramaturge, il est etc. Comme tous les lettrés du XIXe siècle, la culture de Nerval est une forte polyculture. C'est un jeu de mots, hein, mais disons cette pluriculture est celle du texte, celle du narrateur et celle de l'écrivain.
C'est un composé, sinon un composite de 4 formes de culture. Un composite de culture classique, des cultures antiques et les langues mortes, dites mortes, de culture chrétienne à coup sûr aussi, j'en dirais pratiquement rien, par manque de temps, de culture historique nationale, très présente dans ces récits, et enfin, culture classique, culture historique, culture chrétienne, culture biographique, le Valois de l'enfance, l'Orient de la jeunesse, le Paris ou les Paris de toujours. Et ces cultures, comme souvent en littérature, se synchronisent, se synthétisent, se syncrétisent dans ces récits et dans un permanent travail de mémoire et de style. En tout cas, dans la culture du texte, ces cultures coexistent. Par exemple, il arrive que la prose de Nerval fasse soudain apparaître des traces langagières du dialecte du Valois populaire et de sa relative altérité culturelle. Exemple numéro 2, je ne vais pas tout lire à chaque fois. Te rappelles-tu que tu m'apprenais à pêcher les écrevisses sous le pont de la Thève et nous ne nous disions pas vous, entendu à l'époque. Et toi, te souviens-tu de ton frère de lait qui t'a un jour retiré de Lyon, un peu plus bas? Tu disais, la bête est nayée, ça ne fait plus tic-tac, etc. À l'opposé de ces marques fugaces de diglossie, de dissymétrie linguistique et culturelle, le texte, par exemple, manifeste 2 pages plus loin, ici, un autre type d'hétérogénéité culturelle sous la forme d'un ensauvagement sonore, antique et rhythmique cette fois. C'est l'extrait numéro 3. J'ai passé par tous les cercles de ces lieux d'épreuve qu'on appelle théâtre. J'ai mangé du tambour et bu de la cymbale. Comme dit la phrase, dénuée de sens des initiés d'Élusis. Et puis à la fin d'Angélique, par exemple, montrer c'est sur impression, si vous voulez, il y a une réflexion, un peu d'intertextualité systématique, dit sur un ton humoristique. Vous avez imité Diderot, qui a imité Sterne, qui a imité Swift, qui a imité Rabelais, qui a imité Pétrone, qui a imité l'auteur de l'Odyssée, etc. Ulysse a fini par retrouver Ithaque. Ulysse, c'est le héros de l'oralité, n'est-ce pas? Et moi, narrateur, j'ai retrouvé l'abbé de Bucquoy, c'est le livre que je cherchais. Bref. Donc, dans notre corpus, je ne traite pas comme un document ce qu'il est. Je ne le traite pas comme un monument, ce qu'il est, mais comme un événement langagier, un cosmos littéraire. D'où le plan en 5 points pour ce chantier, une littératie omniprésente, vous l'avez sur un exemplier, le discrédit de l'écrit, les déraisons de la raison graphique. Là, je ferai un premier arrêt, pause de discussion. Oralité et corporalité et l'écriture comme quête d'une oralité perdue. Oui, j'espère pas été un peu long, mais je voulais qu'on soit dans la logique du séminaire, dirais-je. Donc voilà, c'est un travail en cours, comme vous avez bien dit, et qui peut être collectif. Une littératie omniprésente. Donc, dans un premier temps rapide, je voudrais cartographier l'omniprésence de la culture écrite, soit sous sa forme manuscrite, soit sous sa forme imprimée, dans ses diverses manifestations géographiques, narratives, thématiques, je veux dire ses lieux, ses institutions, ses agents, ses objets, ses discours, ses pratiques, ses valeurs, etc. Je vous renvoie, c'est la citation, c'est le numéro 5, à ce que j'ai pu écrire sur en termes de définition de la littératie. Alors, cette présence et même cette prégnance de la littératie est sensible, par exemple, dans la structure énonciative même d'Angélique.
Vous avez vu, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, 12e lettre. Et jusque dans l'énoncé du titre, de nombre des parties qui composent chacune de ces lettres. La première lettre, par exemple, s'ouvre par voyage à la recherche d'un livre unique, se poursuit par la bibliothèque Richelieu, se clôt par la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la présentation de la deuxième lettre, il est question d'un paléographe et d'un rapport de police. Dans la troisième, d'un conservateur de la bibliothèque Mazarine. Dans la quatrième, d'un manuscrit des archives nationales, etc., etc., etc. Et je me borne pour l'instant aux deux premières lettres. Dans le début d'Angélique, nous sommes plongés dans l'univers profus de la lecture et de l'écriture. Le lecteur est à Francfort, le narrateur aussi. Siège d'imprimeries qui commencèrent par répandre en Europe les œuvres hardies des philosophes. Je cite le texte. Nous sommes très exactement à la foire de Francfort, devant ces étalages de libraires où s'offrent pêle-mêle des nouveautés et des vieux livres. C'est donc dans la ville de Gutenberg que se noue l'histoire. Son ancrage géographique premier est tout autant son ancrage ENCR, si vous voulez, culturel. Je rappelle que Nerval était passionné par la typographie, par l'imprimerie. Il visitait, il allait suivre, un peu comme Balzac, l'impression de ses écrits. Et Nerval a même écrit une pièce de théâtre intitulée L'imagier de Harlem, 1851. Et la trame de ce drame, c'est l'irruption historique et dramatique chez les artisans et les artistes imagiers de la culture imprimée. L'irruption de l'homme typographique. Vous vous souvenez que c'est la fameuse formule de McLuhan à propos de la galaxie Gutenberg. C'est le sous-titre de la galaxie Gutenberg. Un exemple parmi des dizaines de cette pulsion graphique et scopique, exemple 6, il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter de vieux ouvrages étalés par un bouquiniste, surtout s'il est alphabétisé et lettré. Cette partie de la foire de Francfort me rappelait les quais. J'achetais quelques vieux livres, ce qui me donnait le droit de parcourir longuement les autres. Bref, le parcours du narrateur lettré est ainsi tramé de multiples lieux et d'intenses pratiques ou discours d'experts qui constituent le champ de la littératie littéraire d'alors. Il est question du manuel du libraire de Brunet, de la France littéraire de Quéard. Il est question des bibliothèques, où 1000 collections réunissent, je cite, tous les mémoires possibles relatifs à l'histoire de France. Il est question de l'état de la littérature, de l'amendement Riancé relatif à la loi sur la presse, qui était presque contemporain, 1850. Il est question de bibliographie, de bibliophilie, de salles de lecture, d'éditeurs, de livres contresignés, d'ouvrages censurés, de livres volés, de livres perdus, cruellement rognés, mal reliés, mal coupés, de collections dépareillées, de classements absents, fautifs, ou encore de bibliothécaires indolents et de lecteurs impénitents. Alors, vous voyez, la prégnance de la littératie. Puis, plus tard, on est à Paris, à la recherche perdue d'avance, ou éperdue en tout cas, d'un livre improbable, le récit des évasions de l'abbé de Bucquoy, et à la rencontre d'un conservateur incertain. Citation 7. Le 1er octobre, je me présentais l'un des premiers à la Bibliothèque nationale, M. Pilon. C'est tout un programme. Il a existé, paraît-il. Enfin, fit faire des recherches qui, au bout d'une demi-heure, m'amenèrent aucun résultat. Prenant pitié de mon embarras, on avait feuilleté le catalogue, remué jusqu'à la réserve, jusqu'à l'amas indigeste des romans. Je suis encore avec vous quelques instants la quête têtue du narrateur dans ce monde du papier où s'exerce, qui plus est, le pouvoir de surveiller et de punir. Citation 8. On s'est trompé dans l'orthographe du nom, bon Dieu. C'est Dubuquois, en 2 mots. Et comme il peut avoir été écrit Dubuquois d'un seul mot, il faut recommencer toute la recherche à la lettre D. Je me suis vu bientôt maître de feuilleter un gros in-folio réunissant plusieurs dossiers de rapports de police de 1709. Bref, l'écrit, on voit se dessiner, est certes omniprésent, mais ses usages sont à la fois incontrôlés
et contrôlées d'ailleurs, en de multiples façons. Leurs circulations même sont incertaines. Je terminerai là-dessus. Nerval se fait un malin plaisir à souligner ces incertitudes et raconte quasiment une histoire de fou. Citation 9. J'avais vainement cherché le livre à Paris. Les bibliothèques publiques ne la possèdent pas. Les libraires spéciaux ne l'avaient point depuis longtemps. Un seul monsieur de Toulouse, qui est spécialiste des spécialistes, m'avait été indiqué comme pouvant le posséder. Ah, monsieur, je n'en ai point. Bah, si je l'avais, de toute façon, peut-être ne vous le vendrais-je pas. Ah, vous me direz que j'aurais pu me faire communiquer l'histoire de l'abbé Dubuquois par quelques-uns de ces bibliophiles qui subsistent encore. À quoi je répondrai qu'un bibliophile sérieux ne communique pas ses livres. Lui-même ne les lit pas, de crainte de les fatiguer. Et ici, c'est déjà du Borges. Je ne vais pas lire la citation 10 de Borges, mais vous l'aurez. Le procès par écrit de l'écrit. Le procès littéraire de l'écrit non littéraire. Et plus généralement, peut-être la réflexivité, voire l'autoréflexivité de l'écriture littéraire sur son matériau sémiotique même et sa quête, sinon sa conquête d'un dépassement des limites langagières de l'écrit. Et la citation de Borges, la fameuse bibliothèque de Babel. Deuxième point, le discrédit de l'écrit. J'ai 5 points. C'est donc surtout l'autorité et le crédit même de l'écrit qui est décevant. Falsification, approximation, disparition, imposture même. La lettre, majuscule ou pas majuscule, n'est pas loin de tuer symboliquement l'écrit, et ce, chez l'homme de lettres, chez l'homo scriptor, comme le qualifie ironiquement Paul Valéry, c'est la citation 11. La lettre, c'est le signe d'une absence. Et même depuis Platon, ça va être la citation 12, le signe d'une grande vanité médiologique et anthropologique. 12. L'écriture, Phèdre, a tout comme la peinture un grave inconvénient. Les œuvres picturales paraissent comme vivantes, mais si tu les interroges, elles gardent un vénérable silence. Il en est de même des discours écrits. Tu croirais certes qu'ils parlent comme des personnes sensées, mais si tu veux leur demander de t'expliquer ce qu'ils disent, ils te répondent toujours la même chose. On a une espèce de mise en abîme, citation 13. Le cimetière était ouvert, 2 tombes plates d'abbés très vieilles dont il est difficile de déchiffrer les légendes se voient encore près de la terrasse. Puis, près d'une allée, une pierre simple sur laquelle on trouve inscrit Sigi Almazor. Oh, est-ce un fou? Un laquais? Un chien? Épigraphie, la pierre ne dit plus rien. Autrement dit, cette absence d'interlocution, c'est bien sûr l'absence d'une vive présence. Et c'est tout autant la subjective présence de l'absent ou de l'absente. Lettre morte. Lettre morte. C'est ce que laissent à comprendre, en tout cas, les usages de la lettre dans Angélique, comme dans Sylvie d'ailleurs. C'est ainsi que tel amoureux de Provence qui s'aventure à écrire sa passion en perd la vie, brutalement. Citation 14. Cette lettre ne porta pas bonheur au pauvre jeune homme qui l'avait écrite. En essayant de la glisser à Angélique, il fut surpris par le père et mourut 4 jours de là, tué, on ne dit pas comment. Le narrateur nervalien associe volontiers l'univers scolastique et lettré, c'est là où il y a du Bourdieu aussi dans mon analyse, à des mondes maladifs, voire mortifères. Ici, l'épistolier note, c'est le jour des morts que je vous écris. Vous ne l'avez pas sur l'exemplaire. Là, on découvre que l'abbé Dubuquois lui-même, objet de la quête livresque, se faisait appeler le mort.
On apprend qu'il tient même à Rouen une école gratuite sous ce nom, École Le Mort. Ailleurs encore, on croise un bibliophile qui refuse de se séparer de tel ou tel ouvrage. Et c'est alors, ni plus ni moins, le spectre de la mort qui est évoqué. Vous ne voulez pas le vendre, mais je l'aurai, le livre, à ta vente, à ma vente, bien entendu, après ma mort. Mais je suis plus jeune que toi. Oui, mais tu as une mauvaise toux. Le bibliophile mourut quelques mois après. Et dans Sylvie, cette fois, la scénographie des échanges épistolaires enflammés entre l'actrice Aurélie et le narrateur se soldera par une brutale désillusion lorsque les inconnus seront in praesentia, en présence. On suit, si vous voulez, un instant le destin de ces écrits en faux semblant. Numéro 16. Dans la scène du jardin, Aurélie devint sublime pendant la 4e acte, où elle ne paraissait pas, j'allais acheter un bouquet. J'ai inséré une lettre fort tendre signée Incognito, un inconnu. Et je me dis, voilà quelque chose de fixé pour l'avenir. Je lui écrivais de Salzbourg. Je n'oublierai jamais le jour où elle me permit de lui lire la pièce. Dans la conversation qui suivit, je me révélais comme l'inconnu des 2 lettres. Elle me dit, vous êtes bien fou, vous ne m'aimez pas, vous cherchez un drame, voilà tout, je ne vous crois plus. Cette parole fut un éclair. Je crus m'apercevoir qu'elle avait un faible pour le régisseur. Celui qui m'aime, eccolo. Le voilà. C'est ainsi que le régime de créance de l'écrit s'évanouit et que le narrateur en tire lui-même, en quelque façon, d'amères conclusions. Citation 17. Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J'ai essayé de les fixer sans beaucoup d'ordre. Il n'est plus le temps où les corps, CORS, se répondaient de loin, multipliés par les échos. Les corps, CORS, et les corps, évidemment, CORPS, ne se répondent plus de loin ni de près. Citation 18. Nous, Sylvie est mariée et mère, alors, nous lisons quelques poésies ou quelques pages de ces livres si courts qu'on ne fait plus guère. Je me suis amusé à mettre en relation, pour disserter sur l'évolution, citation 17 avec la Divine Comédie, le fameux chant 5. Nous lisions un jour par plaisir comment amour saisit Lancelot. Nous étions seuls et sans crainte. Plusieurs fois, cette lecture nous fit lever les yeux et pâlir nos visages. Quand nous lûmes que le sourire désiré était embrassé par si noble amant, celui qui ne sera plus jamais séparé de moi me baisa la bouche tout tremblant. Ce jour-là, nous ne lûmes plus avant. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Vous voyez le différentiel entre le 14e et le 19e. Troisième point de ma première partie, après on fait une pause. Les déraisons de la raison graphique. Bon, raison graphique, vous voyez, je fais allusion, c'est les numéros 20, 21 et puis 26 même, aux travaux de Bourdieu, aux travaux qu'on a pu faire, de Goudy, pardon, qu'on a pu faire sur ce fameux livre de Goudy sur la raison graphique. Alors, les déraisons de la raison graphique, je veux dire par là que l'ordre de l'écrit introduit un double désordre. Un refoulement de l'oralité, y compris l'oralité créatrice, et une forme d'assignation, on l'a aperçu déjà, à son régime scriptural propre, qui est proche du délire. Cette dérobade de l'écrit, je ne parle pas de l'écriture nervalienne, cette dérobade de l'écrit n'exclut pas au contraire que l'économie scripturale hégémonique, et urbaine d'ailleurs, induise ce que Barthes se plaisait à appeler une guerre des langages, une multiforme guerre des langages, avec son lot de violence symbolique, de résistance symbolique aussi. Je me borne là encore à quelques exemples significatifs. Citation 22.
On n'a jamais voulu admettre dans les livres de vers composés sans souci de la rime, de la prosodie et de la syntaxe. La langue du berger, du marinier, du charretier qui passe est bien la nôtre, à quelques élisions près. Pourtant, ce langage a ses règles, ou du moins ses habitudes régulières. Ou encore, alors là, c'est la citation 27, c'est un peu errée elle aussi. Voici deux charmantes chansons dont la plupart des couplets sont perdus, donc c'est 27, hein, parce que personne n'a jamais osé les écrire ou les imprimer. Quoi de plus pur d'ailleurs comme langue et comme pensée, mais l'auteur de cet épithalame ne savait pas écrire. Ou enfin, citation 23, je me rappelle avec ravissement les chants et les récits qui ont bercé mon enfance, en Valois. La maison de mon oncle était toute pleine de voix mélodieuses et celle des servantes qui nous avaient suivis à Paris, chantant tout le jour les ballades joyeuses de leur jeunesse, dont malheureusement je ne puis citer les airs. Aujourd'hui, je ne puis arriver à les compléter, car tout cela est profondément oublié. Le secret en est demeuré dans la tombe des aïeux. Et, si vous voulez, dans une sorte de chassé-croisé très nervalien, c'est le narrateur lettré qui, désormais, tient à distance désabusée ou ironique, ce primat envahissant de la littératie. Moi, je tâche d'oublier les livres, dit-il à Sylvie. Et parallèlement, l'acculturation de Sylvie, la sauvageonne d'antan, l'acculturation de Sylvie à l'univers de la culture musicale écrite n'est pas achevée, n'est pas complète. Citation 24. Elle se mit à chanter, je ne sais pas l'air, Adam Martin, il y a trois belles filles. Ah, méchante, m'écriai-je, vous voyez bien que vous en savez encore des vieilles chansons. Réplique de Sylvie, si vous veniez plus souvent ici, j'en retrouverai, dit-elle. Alors, effectivement, dans la diégèse, si on veut, c'est bien les études à Paris qui tiennent le narrateur éloigné de Sylvie ou qui lui servent de prétexte à éloignement. En tout cas, cette domination culturelle et symbolique est si puissante que ces mêmes cultures orales vernaculaires en position subalterne, comme dirait Gramsci, tendent à s'acculturer à la culture écrite moderne. Sylvie lit Walter Scott. Et les lavandières et les faneuses, selon Nerval, répètent plus souvent, désormais, les plates et incolores, je cite, romances à la mode, plutôt qu'elles ne jettent au vent les chants de leurs aïeuls. Donc, on est dans une phase d'acculturation à la fois accélérée, restreinte, limitée, avec résistance, et bon, c'est complexe. Mais globalement, il y aurait eu du travail pour affiner, hein, l'arraisonnement à la raison graphique est tellement avancé, que Sylvie a perdu, entre autres, le chant de sa voix. Citation 28. Chantez-moi la chanson de la belle fille enlevée au jardin de son père sous le rosier blanc. On ne chante plus cela. Ah, seriez-vous devenu musicien? Un peu. Sylvie, je suis sûr que vous chantez des airs d'opéra. Pourquoi vous plaindre? Parce que j'aimais les vieux airs et que vous ne saurez plus les chanter. Sylvie modula quelques sons d'un grand air d'opéra moderne. Elle phrasait. On ne peut que songer ici, enfin, j'ai songé ici au phonocentrisme, tel que conçu par Jean-Jacques Rousseau, citation 29. L'écriture est très présent, et Rousseau, dans la culture de Nerval et dans Angélique. L'écriture est dans Sylvie, qui semble devoir fixer la langue est précisément ce qui l'altère. Elle n'en change pas les mots, mais le génie. L'écriture substitue l'exactitude à l'expression. Il n'est pas possible qu'une langue qu'on écrit garde longtemps la vivacité de celle qui n'est que parlée. Voyons, on dirait du Rousseau appliqué. En disant tout, c'est célèbre, en disant tout comme on l'écrirait, parce que phraser, c'est écrire. En disant tout comme on l'écrirait, on ne fait plus que lire en parlant ou en chantant. C'est ainsi, en croire le narrateur,
qu'un véritable processus de déculturation, une forme d'apocalypse culturelle ou civilisationnelle, à vrai dire, serait en cours, au point, je cite, qu'une foule de petits chefs-d'œuvre se perdent de jour en jour avec la mémoire et la vie des bonnes gens du temps passé. Je finis. Et il arrive que la déraison littéraire, j'appelais ça comme ça, la déraison littéraire, atteigne enfin, je cite, au dernier paroxysme de la passion. Ça va être la citation 32. C'est le cas, par exemple, quand l'amour du livre, et ici, ça va être l'amour des livres d'amour, l'emporte sur le vif de la société amoureuse et de la culture de l'honneur, en tout cas de l'honneur masculin. Je cite citation 32. Vous allez voir. Un bibliophile connu avait un ami. Cet ami était devenu amoureux d'un Anacréon in 16, édition lyonnaise du XVIe. Je résume. L'ami du bibliophile lui propose un jour, pour compléter sa collection de poètes grecs, d'échanger cette désirable édition d'Anacréon contre une édition princeps du voyage de Polyphile, qui était très recherché, et un inestimable roman d'Arros, accompagné de la notation manuscrite de Marguerite de Valois. Rien n'y fit, citation, le possesseur du livre n'eût pas défendu sa femme aussi fortement que son inceste. Voilà. Et puis je donnais en 33, mettait en écho avec la folie Don Quichotesque, qui frappe ici et qui frappe dans Cervantes. La folie du livre que la littérature se plaît à scénariser, puisqu'on sait que, c'est la citation 33, je vous laisserai lire à votre gré, que Dulcinée passe après. Voilà pour la première partie du topo. Alors, oralité et corporalité. Sur ces histoires d'oralité, et Cathy y a contribué avec d'autres, voir la citation 34, c'est une contribution dans le numéro de pratique. Bon, l'écrit s'apparente en quelque façon chez Nerval à une malédiction. C'est le mot qui m'est venu. Et c'est cette belligérance culturelle, cette dissonance civilisationnelle qui constitue le plan et l'arrière-plan d'une narration où donc le narrateur est à la recherche d'oralité vive, vivante ou survivante, mouvante et émouvante. Cette tension entre culture de l'oralité, pour aller vite, traditionnelle, et culture écrite, pour aller vite, moderne, cette tension est illustrée sur un mode grotesque d'ailleurs, je fais le lien avec ce qui précède, par la description à charge des lecteurs rue de Richelieu, citation 35. La Bibliothèque nationale est un établissement unique au monde qui ne devrait pas être un chauffoir, une salle d'asile, cette quantité de désœuvrés, de bourgeois retirés, d'hommes veufs, de solliciteurs sans place, d'écoliers qui viennent copier leur version, de vieillards maniaques, comme l'était ce pauvre carnaval qui venait tous les jours avec un habit rouge, bleu clair ou vert pomme et un chapeau orné de fleurs. Tout ça mérite sans doute considération, mais n'existe-t-il pas d'autres bibliothèques et même des bibliothèques spéciales à leur ouvrir? Bref, cette irruption d'une singulière folie carnavalesque dans le temple de l'écrit manifeste emblématiquement et quotidiennement, me semble-t-il, à quel point, chez Nerval, l'ordre graphique et le désordre de l'oralité festive ou rituelle et la disruption des normes policées à la fois coexistent et se contestent. L'oralité dans notre corpus, dans le mien en tout cas, est en effet conquise à la fois dans le prolongement de l'écrit et contre l'écrit. Et c'est même ainsi que s'ouvre la scénographie de Sylvie que j'ai lue en ouverture. Et c'est là où c'est beau, mais c'est difficile, c'est subtil. C'est ce glissando du monde de l'imprimé urbain et affairiste
vers un univers d'oralité jouée que signe le travail du rêveur éveillé. Citation 36. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse, chantant de vieux airs transmis par leur mère, et dans un français naturellement pur. Cathy. La belle Adrienne devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle et aussitôt d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ses anciennes romances, pas du roman, hein, pleine de mélancolie et d'amour. La mélodie se terminait à chaque stance par des trilles, trilles de l'oiseau, trilles de la voix humaine, chevrotants, que font valoir si bien les voix jeunes quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeuls. Sylvie Adrienne. Cette apparition enchantée et presque miraculeuse annoncera en fait une disparition tragique et brutale. C'est pour l'heure le monde des oralités coutumières et paysannes qui vient au premier plan. Citation 37. Sylvie, une bien jolie fille, est la plus belle de Loisy, c'est un petit village du Valois. Je revois sa fenêtre, ça c'est Graziella aussi, où le pampre s'enlace au rosier, la cage des fauvettes suspendue à sa gauche. J'entends le bruit de ses fuseaux sonores, ouvrières, et sa chanson favorite, La belle était assise. Alors, je ne vais pas pouvoir suivre plus longuement ici les subtils méandres, si on veut, de l'histoire de Sylvie et des autres filles du feu. Donc, je vous propose de porter notre intérêt sur trois dimensions constitutives du dialogisme langagier à l'œuvre dans ce corpus. 1, l'écoute. 2, la mémoire orale. 3, le champ du langage. Et on verra qu'ils se mêlent en fait. Alors, une attention soutenue à l'oralité du texte se doit bien sûr d'être à l'écoute des manifestations sonores en général et donc à l'oralité, AU cette fois, du monde nervalien. On ne peut pas méconnaître ni le rôle des voix, ni le rôle de la musique, ni le rôle du silence, ni même le rôle du bruit, les fameux sonogrammes dont parlait Sophie tout à l'heure. Citation 38. À mesure qu'Adrienne chantait, le clair de lune naissant tombait sur elle, seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, c'est intéressant, et personne n'osa rompre le silence. Nous pensions être en paradis. Cette jeune voix féminine, dont la mélodie s'affilie à la voix ancestrale, et ce qu'il faut bien appeler cette ritualité de l'écoute, et comme la mise en abîme de l'attention orale, que le lecteur est invité à partager avec les personnages mis en scène dans le récit. Les exemples de cette sensibilité poétique à la sensorialité sonore du monde, ces exemples sont innombrables. J'en prends un seul, peut-être justement pour souligner combien le corps est présent. C'est pas un scoop si vous voulez, mais quand même, en tout cas, c'est très présent chez Nerval. Le corps est présent dans ses oralités coutumières. Citation 39. En quittant un chemin pour traverser un petit bois, je ne tardais pas à m'engager dans une sente profonde. Vous voyez, on sort des lignes droites de la route. L'air était tiède et embaumé. Je résolus de ne pas aller plus loin et d'attendre le matin en me couchant sur des touffes de bruyère. Cette nuit m'avait été douce. Le tintement de la cloche du matin était encore dans mon oreille et m'avait sans doute réveillé. Voici le village au bout de la sente qui côtoie la forêt. Je suis monté à sa chambre. Sylvie agitait les fuseaux de sa dentelle, qui claquait avec un doux bruit sur le carreau vert que soutenaient ses genoux. Si vous n'êtes pas fatigué, nous irons voir ma grande-tante à Otis. Nous partîmes en suivant les bords de la Tève. Il y a Ève dans le Tève. Les merles sifflaient dans les arbres et les mésanges s'échappaient joyeusement des buissons frôlés par notre marche. La Tève bruissait de nouveau parmi les grès et les cailloux. La tante de Sylvie habitait une petite chaumière. Elle retrouva dans sa mémoire les chants alternés d'usage alors, qui se répondaient d'un bout à l'autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame, il y a des conjonctions de registres là intéressants, qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. Bon,
on le voit, je crois, on l'entend, il est arbitraire de poursuivre plus longtemps en dissociant l'écoute de la mémoire et la mémoire d'une performance qui conjoint le verbe, le geste, le rythme et le rite. Et le final de Chansons et légendes du Valois thématise explicitement cette importance décisive du hic et nunc, du ici et maintenant, de l'oralité, importance cruciale dans le travail d'incorporation mémorielle lié justement à la performance in situ. Et le narrateur, là encore, souligne combien il est difficile de faire entendre dans la seule énonciation écrite, il dit sans la musique et sans la poésie des lieux et des hasards, de faire entendre cette poésie orale. Ces chants populaires, au contraire, se gravent, c'est son mot, se gravent ineffaçablement dans l'esprit lorsqu'ils sont liés, c'est moi qui parle, à des praxis ordinaires où le chant rythme les travaux et les jours du petit peuple. Citation 40. Ici, ce sont les compagnons qui passent avec leurs longs bâtons dorés. Là, les mariniers qui descendent un fleuve, des buveurs d'autrefois, des lavandières, des faneuses qui jettent au vent, ici, quelques lambeaux des chants de leurs aïeuls. Et le narrateur fait lui-même l'expérience physiquement en marche avec Sylvain. Citation 41. Nous nous sommes engagés dans un sentier qui doit être fort beau quand les arbres sont verts. Nous chantions encore pour aider la marche. Chanson de marche. Quelques chansons du pays. La route se prolongeait comme le diable au sortir de la forêt, etc. L'expérience de l'altérité culturelle, une certaine altérité culturelle vécue comme telle, par corps, semble en effet encore possible. L'intertextualité des épreuves initiatiques du conte, on voit bien qu'il est là, et des cosmologies mythiques y pourvoient en quelque façon. Ce passage rhythmique vers un autre monde exige de s'exposer à des formes de chaos symbolique. Le texte dit « passer les bords du non-sens et de l'absurdité », c'est dans Sylvie. Des formes de chaos symbolique avec des oralités orchestrales, archaïques et dionysiaques. Je l'ai déjà lu en ouverture. J'ai mangé du tambour et bu de la cymbale. Cet étrange ensauvagement gramophonique du sujet tend à prouver que désormais, c'est mon hypothèse, et il me semble que c'est l'hypothèse de Claude Lévi-Strauss et de l'anthropologie moderne, c'est la citation 42, il n'y a plus de place pour le temps mythique qu'en nous-mêmes. Leiris dira approximativement la même chose, citation 42. Toutefois, si le narrateur n'est ni un chaman ni un sorcier, c'est bien l'écriture nervalienne qui est en quête anthropologique et en conquête stylistique de l'aura, AURA, d'une oralité perdue, mais pas oubliée. Citation 43. Les petites filles se levèrent de l'escalier et dansèrent une danse singulière qui m'a rappelé celle des filles grecques dans les îles. Très beau, les îles grecques. Elles se mettent toutes, comme on dit chez nous, à la queue leu. Cela forme un serpent qui se met d'abord en spirale et ensuite en cercle et qui se resserre de plus en plus autour de l'auditeur, obligé d'écouter le chant, et quand la ronde se resserre, d'embrasser les pauvres enfants qui font cette graciosité à l'étranger qui passe. Il y a un tout petit peu d'érotisme ici ou là, mais pas beaucoup. Et très euphémisé. Je n'étais pas un étranger, mais j'étais ému jusqu'aux larmes en reconnaissant dans ces petites voix des intonations, des roulades, des finesses d'accent autrefois entendues et qui, des mères aux filles, se conservent les mêmes. Autrement dit, le bouche à oreille matrilinéaire, la mémoire incorporée et la chorégraphie vocale participent d'une synergie culturelle qui place le narrateur, sinon le lecteur,
en position d'une écoute oratique, au sens de Walter Benjamin. La narration se poursuit en effet ainsi, citation 44. La musique dans cette contrée n'a pas été gâtée par l'imitation des opéras parisiens, des romances de salon ou des mélodies exécutées par des orgues. Alors, le récit reconduit ici encore, l'opposition entre culture musicale urbaine, bourgeoise ou religieuse, c'est-à-dire l'oralisation d'un texte écrit ou son exécution mécanique, et la culture chantée rurale de place publique, une oralité coutumière et purement vocale. Et alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je songe aux célèbres analyses de Walter Benjamin, citation 45, on ne va pas tout lire, hein. Ça fait partie des documents de travail. À la plus parfaite reproduction, il manquera toujours une chose, le hic et nunc de l'œuvre d'art, l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve. Le hic et nunc de l'original constitue ce qu'on appelle son unicité. Et la fameuse conclusion, à l'époque nostalgique ou mélancolique, à l'époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura. C'est l'expérience d'une forme d'aura que le narrateur quête dans un désir d'oralité, nécessairement loin du déprimant imprimé. S'il est vrai que la trace, pour nous la trace écrite, est incompatible avec l'aura. La trace, j'ajoute écrite, est l'apparition d'une proximité, on l'a sous les yeux, quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé, ou celui qu'il a laissé, Homère ou Shakespeare. L'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. Et la fameuse conclusion, avec la trace, nous nous emparons de la chose, avec l'aura, c'est elle qui se rend maîtresse de nous. Et si je suis encore un instant Benjamin, pour essayer de cerner au plus près la phénoménologie et les conditions d'une perception oratique, le langage de Benjamin du monde, qu'est-ce à vrai dire que l'aura, l'aura, le souffle, une trame singulière d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il. Ce lointain, c'est ici, soudain, la proximité originale de toutes ces voix d'autrefois, leur coprésence orale, AU, et oratique, sens benjaminien. En fait, dans Les Filles du Feu, comme souvent en littérature, c'est ma hypothèse, hein, le destin sémiotique de la trace écrite est d'être comme une échographie de l'oralité. Et cette utopie littéraire cherche ici sa voie, VOX, VOIE, de plusieurs façons, dans une sorte de nomadisme mémoriel. J'en finis avec la dernière partie, ça sera plus courte. L'écriture comme quête d'une oralité, oralité O, oralité AU, perdue. La textualité nervalienne tend d'abord ici et là à opérer le croisement factuel ou à la coalescence imaginaire de régime d'oralité, de régime de scripturalité. 46. Les oiseaux se taisaient et j'entendais seulement le bruit que fait le pivert en frappant les arbres pour y creuser son nid. Un instant, je risquais de me perdre car les poteaux n'offrent plus par endroits que des caractères effacés. Enfin, j'arrivais au rond-point de la danse. Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline? Quant aux lauriers, les a-t-on coupés, comme dit la chanson des jeunes filles qui ne veulent plus aller au bois? Un très beau texte en écho de Georges Sand en 47 que je vous laisserai découvrir. 48. Allons, chante tout seul. Et la petite se met à chanter avec une voix faible mais bien timbrée. Je ne connais pas l'air. Hein. Les canards dans la rivière. Encore un air avec lequel j'ai été bercé. Je vais y revenir sur le bercement. Les souvenirs d'enfance se ravivent quand on a atteint la moitié de la vie. Et alors là, tenez-vous bien, c'est comme des souvenirs d'enfance se ravivent, c'est comme un manuscrit palimpseste. Alors, l'ambivalence sémantique de cette dernière expression imagée, idiosyncrasique, un manuscrit palimpseste de la mémoire orale, ou une mémoire orale qui sourd d'un manuscrit, vise par son étrangeté même, son estrangement même, à signifier
une sorte d'épiphanie culturelle aussi improbable que précieuse. La présence du chant et la présence au chant doivent en effet son efficacité symbolique et poétique à la conjonction dans l'imaginaire nervalien d'un continuum langagier et d'un locus rusticus, d'un lieu rustique qui est un bon lieu. Le continuum langagier est dessiné par l'affiliation du langage du Valois à une précieuse qualité vocalique et expressive de la langue du peuple, a fortiori, je rejoins ce qu'a dit Cathy, dans la question, dans la parlure féminine, maternelle ou enfantine. Études de genre ont beaucoup de travail. Et ce langage a d'autant plus de charme qu'il entrerait en dialogisme ou en intradialogisme, par exemple, avec la primitivité du chant des oiseaux de la campagne. 49, la langue des paysans est du plus pur français, à peine modifiée par une prononciation ou, vocabulaire de la grammaire, les désinences des mots montent au ciel à la manière du chant de l'alouette. Chez les enfants, cela forme comme un ramage. Cette musicalité soi-disant naturelle de la langue du Valois, cette langue qui serait naturellement esthète, séduit profondément le narrateur, en compagnie de Sylvain, l'homme de la forêt. Citation 50. Nous nous sommes engagés dans un sentier qui doit être fort beau quand les arbres sont verts. Nous chantions quelques chansons du pays. Le nous est important. Hein. La route se prolongeait comme le diable. Enfin, nous sommes arrivés à Vers. C'est un gros bourg. L'hôtesse était aimable et sa fille fort avenante, une figure régulière et douce, et se parlait si charmant des pays de brouillard qui donnent aux plus jeunes filles des intonations de contralto. Et la nature est naturellement musicale et artiste, et devoir cultiver par moments. En d'autres occasions, cette séduction du diable, c'est la tresse dans la voix d'une langue oiselière et d'une pulsion vocale hautement artistique et hautement désirable. C'est ainsi que la notation des paroles d'un livret d'opéra ne peut échapper au discrédit que si la subtile, profuse et pure vocalité du chant vient sublimer, la citation 51, le prosaïsme prétentieux du texte imprimé. La voix d'Adrienne avait gagné en force et en étendue, et les fioritures infinies du chant italien brodées de leur gazouillement d'oiseaux, les phrases sévères d'un récitatif pompeux. Et quand cette oralité est partagée avec des êtres sylvestres, le bonheur nervalien est presque parfait, même si ce bonheur est joué ou occasionnel. Voici 52. Avec Sylvie, les chants coutumiers, dans une sorte de revival des noces de la campagne. En un instant, je me transformais en mariée de l'autre siècle. La tante retrouva dans sa mémoire les chants alternés d'usage alors, qui se répondaient d'un bout à l'autre de la chambre nuptiale. Nous répétions ces strophes si simplement alternées. Nous étions l'époux et l'épouse pour tout un beau matin d'été. Ou encore, avec l'ami Sylvain, toujours, une traversée du petit pays maternel au petit matin par bois et par étang. Citation 53. Nous sommes partis de Senlis à pied à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. Des étangs brillaient çà et là à travers les feuilles rouges, relevées par la verdure sombre des pins. Là, il y aurait un chromogramme, hein, comme dit Sylvie et ses étudiants. Sylvain me chanta ce vieillard du pays. Nous voici près du village, à la première maison, nous nous rafraîchirons, etc. Cette contre-acculturation topique, Théo, par corps à l'écrit, est d'autant plus valorisée qu'elle s'entend comme un retour aux sources, si on peut dire, comme une jouvence contre la lassitude de la culture urbaine. 54. Fatigué des querelles vaines et des stériles agitations de Paris, je me repose. En revoyant ces campagnes si vertes et si fécondes, je reprends des forces sur cette terre maternelle. Il y a en effet, je vais en avoir fini, au plus large des temps historiques, citation 55,
de l'inestimable Paul Zumthor, qui a un fonds dédié à l'Université de Montréal, non moins estimable. 3 types d'oralité qui correspondent à 3 situations de culture. L'un primaire, premier type, est immédiat, ne comporte aucun contact avec l'écriture. On ne peut pas douter que tel était le cas de larges secteurs du monde paysan médiéval, dont la vieille culture traditionnelle dut comporter une poésie d'oralité primaire. Les 2 autres, c'est cela qui sera en question, types d'oralité coexistent avec l'écriture, soit une oralité dite mixte, par Zumthor, quand l'influence de l'écrit demeure externe, partielle et retardée, c'est un peu Sylvain, ou une oralité seconde, quand elle se recompose à partir de l'écriture au sein d'un milieu où cette écriture tend à exténuer les valeurs de la voix dans l'usage et dans l'imaginaire. Ça, c'est le destin de Sylvie. Et alors, c'est pour échapper, sinon à cette altération sémiotique, du moins à cette altérité anthropologique, que Nerval écrit. C'est cette perte, je parle du point de vue de l'oralité primaire, que Roland Barthes aimait à appeler la trappe de la scription. Dans la trappe, après, il y a la momification, il y a le cercueil, il y a le trou. Ce qui se perd, Barthes, 56, dans la transcription, c'est tout simplement le corps. Le corps, quoique toujours présent, pas de langage sans corps, cesse de coïncider avec la personne. Mais Barthes se hâtait, vous vous souvenez, de préciser que l'écriture n'est pas l'écrit. Écrire n'est pas transcrire. L'écrivain stylise sa prose jusqu'à marier les signes de l'écrit et les oralités du monde. Alors, l'oralité comme discours oral et comme genre premier, je vous renvoie, citation 57, au travail qu'on a fait avec Marie sur la notion de genre premier et genre second chez Bakhtin. Donc, marier les signes de l'écrit et les oralités du monde, l'oralité comme discours oral et comme discours oraux et comme genre premier, mais surtout les oralités comme système symbolique et comme univers pratique. Je vous renvoie à ce que j'ai pu écrire à la note 58. Sylvain, garçon pensif. Et les petits personnages, c'est comme Justin dans Madame Bovary. Enfin, les petits personnages, c'est intéressant. Sylvain, c'est mise en abîme en partie déplacée de l'auteur, de son imaginaire. Sylvain, garçon pensif, chanteur et danseur de ronde, citation, n'a pas beaucoup d'éducation, mais il a de la bonne volonté et du talent, citation 59. Il a des idées sur tout. Il est capable de composer, notez le mot, une montre. Il n'est pas fabriqué. Composer une montre ou une boussole. Ce qui le gêne dans la montre, c'est la chaîne des temps, qui ne peut se prolonger assez. Ce qui le gêne dans la boussole, c'est que cela fait seulement reconnaître que l'aimant polaire du globe attire forcément les aiguilles. Et sur les moyens de s'en servir, les documents écrits sont imparfaits. Angélique, 11e lettre. Sylvain est plus nervalien qu'il n'y paraît. Sylvain, l'artisan, n'est pas plus étranger à la mesure objective des choses, la montre, la boussole, que le narrateur ne l'est à la quête d'un ensauvagement culturel artiste. Mais je dirais que pour l'un comme pour l'autre, c'est une expérience des limites. À la ronde des heures, l'un et l'autre préfèrent intimement le temps de la ronde et non moins le temps du bercement, qui est aussi le bercement du temps. Encore un air avec lequel j'ai été bercé comme un manuscrit palimpseste. L'ethnocritique désigne cette quête d'une conjoncture langagière, un effet d'oralité en miroir dans la scripturalité par le terme de littératie seconde.
Si l'oralité seconde, c'est parler comme un livre, alors la littératie seconde tendra bien en quelque façon à être un écrit qui nous parle, fût-ce brumeusement. Un peu comme si le silence de l'écrit, et dans le silence même de l'écrit, pouvait se faire entendre une signifiance inouïe. Entre une écriture domestiquée, pour parler comme Véronique, et une écriture ensauvagée. C'est le titre de ces projets, de ces travaux. Car après tout, j'en ai terminé, par-delà les oralités historiques, par-delà les oralités topiques, les oralités de la domus, les oralités du campus, les oralités du celtus, il y a chez Nerval, je me suis amusé à fabriquer ce mot, il y a en nervalois un désir à peine subliminal, vous avez entendu, hein, de continuum anthropologique entre l'oralité utérine, l'oralité native, l'oralité enfantine et l'oralité rituelle. Le topos du berceau et du bercement qui lie le monde enfantin et le monde féminin à celui de l'oralité de la berceuse traditionnelle est en effet, sotto voce ou alta voce, très présent chez Nerval. Citation 60. J'ai été bercé avec cette chanson, encore un air avec lequel j'ai été bercé. Je me rappelle avec ravissement les chants et les récits qui ont bercé mon enfance. Voir sur ce topos, les topos de Marie-Christine et de Sophie, en particulier, je donne les références en citation 61. Ce topos est ancré dans la biographie orpheline de Gérard comme une perte, en fait. Et c'est surdéterminé, en quelque sorte. Je n'ai jamais connu ma mère. Toujours, je me suis senti l'esprit frappé des images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau. Ça, c'est dans un texte qui s'appelle Juvenilia, c'est pas les filles du feu. Or, j'ai fini, l'oralité O ou l'oralité AU de la berceuse fait bien écho à l'oralité O et l'oralité AU symbiotique de l'origine, aux oralités somatiques de l'infance, aux oralités infrasémiotiques de la voix berceuse, d'un signifiant sans signifier pour l'enfant, parfois même pour le berceur, aux oralités d'une parole qui signifie une immédiate présence. Donc, il y a comme la possible présence, apparition d'une aura imaginaire, ou dit autrement, des temporalités, je joue sur temporalité, et des corporalités retrouvées. Merci.